Cette émission vous est présentée par Harbour Volkswagen. Bienvenue dans votre nouvelle émission Laval en 1001 cultures, une plongée au cœur de la diversité culturelle lavalloise par des entrevues, deux rubriques, des rencontres et des reportages. Dans cette première émission, nous allons vous parler des réfugiés syriens avec le CLIC de Laval et l'église syriaque. Nous allons faire un tour à l'Intermarché Palumbo pour vous montrer la diversité dans vos assiettes. Nous vous invitons à nous accompagner pendant cet été. Bonne émission. Bonjour Léro. Bonjour. Bonjour Anan. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de cette émission, Laval en 1001 cultures. Léro, vous êtes le directeur du centre CLIC de Laval, oui, qui est quand même un centre relativement jeune. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous un peu du CLIC. Ben, le CLIC Laval, c'est le Centre lavallois pour l'intégration et la cohésion sociale. C'est une organisation qui a été créée pour répondre aux besoins des populations issues de l'immigration et bâtir des ponts entre la société d'accueil et ceux qui ont choisi de vivre à Laval. Donc, notre mission est de travailler pour une cohésion sociale, pour que Laval soit de plus en plus une ville accueillante. D'accord. Donc, vous travaillez avec les immigrants et particulièrement avec les réfugiés, si je comprends bien. Ben, le parcours a fait que nous sommes un peu focalisés sur le parcours des nouvelles familles syriennes qui sont venues s'installer ici. Mais les services du CLIC sont ouverts à toute la communauté, qu'on soit issu de l'immigration ou qu'on soit issu de la société d'accueil. L'essentiel, c'est pour un vivre ensemble à Laval. Et quels sont les services que vous offrez, en fait? En fait, on offre 3 services. Le premier, c'est le service de première ligne. Ça consiste en tout ce qui est, par exemple, le logement ou l'inscription aux écoles. On aide les parents à inscrire leurs enfants aux écoles. Également vérifier que les nouveaux arrivants ont leur NAS, que tout va bien avec les cartes maladie et tout, qu'ils les ont bien en main. En main, d'accord. Et donnez-nous un exemple, par exemple, d'accompagnement concret avec quand, par exemple, vous prenez une famille de Laval d'immigrants, parce que pour tout ce qui est service au NAS, c'est certainement les immigrants. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Comme Anna vient de l'expliquer, le service de première ligne est un service très important pour quelqu'un qui vient d'arriver dans une société donnée. Parce que quand on vient d'arriver, vous savez très bien qu'on ne sait pas où se trouve la commission scolaire de Laval. Et si on a des gens qui ne parlent pas français, il faut leur donner les explications ou aller prendre les cours de francisation. Et le côté de la santé aussi, c'est un côté vraiment très important. C'est là où on s'est beaucoup investi également pour accompagner les familles syriennes qui sont arrivées récemment, pour les aider à pouvoir à marquer le premier pas à Laval, pour assurer une bonne intégration de ces familles. Et nous avons bien d'autres services que Anna nous voudrait bien expliquer aussi. Le deuxième, c'est les activités d'intégration sociale et culturelle. D'accord. Et là-dessus, il y a beaucoup d'activités. Une chose est d'arriver, une chose est de trouver du logement, des dépannages alimentaires s'il y a lieu, d'orienter les gens vers les ressources. Mais il faut aider les gens aussi à nous faisons des ateliers d'implication citoyenne, oui, d'intégration sociale, oui, donc pour que les gens puissent connaître d'autres personnes aussi, du réseautage, du jumelage, pour pouvoir s'intégrer mieux, comme on le dit. Bon, ça vous prend beaucoup de bénévoles? Avez-vous une grande équipe ou vous travaillez? Mais actuellement, on est une équipe de 3 salariés. Et là, nous sommes en train de recruter 2 autres jeunes dans le cadre de Emploi d'été Canada. Ma collègue Anan est issue de ce programme. Elle commence effectivement cette semaine. Et puis, merci d'être avec nous pour le travail qu'elle va faire. Elle va travailler beaucoup plus avec les familles et elle va travailler aussi avec les jeunes pour aider les jeunes
à pouvoir prendre leur place à Laval. Anand, je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous êtes arrivé au Québec jeune. Ouais. Expliquez-nous un peu votre parcours. J'imagine que vous puisez dans votre parcours pour pouvoir accompagner d'autres jeunes comme vous. Oui. Moi, je suis arrivée à l'âge de presque 9 ans. Donc, j'ai 8 ans. Quelques mois après, j'ai eu 9 ans. Donc, je suis une immigrante et j'ai vu c'était quoi arriver au Canada, arriver au Québec, puis devoir s'intégrer, devoir voir mes parents quitter leur famille et trouver un emploi. C'était pas facile de trouver des emplois. C'était pas facile d'arriver avec son diplôme pour lequel on a étudié et qu'on ne le va pas reconnaître ici. Pour moi, c'était pas facile de... J'avais une petite... Heureusement, je suis algérienne, j'avais une petite base de français, mais c'était pas un français élaboré comme maintenant. Donc, quand même, j'ai dû améliorer mon français. La lecture n'était pas facile au début. Donc, mes parents me faisaient beaucoup lire et tout pour devenir plus fluide. De la francisation. Exactement, de la francisation. Bon. Aussi, l'intégration, c'était difficile un peu avec les camarades parce qu'il y a un choc culturel qui est arrivé. Donc, moi, j'ai grandi dans une culture arabo-musulmane. D'arriver ici, c'est le Québec, c'est des valeurs... Il y a des valeurs communes et des valeurs différentes. Mais en gros, ce que je dirais aux jeunes arrivants, c'est vraiment de persévérer, de jamais abandonner parce que l'immigration, c'est pas un monde de rêve. On vient pour le rêve, mais pour arriver à ce rêve-là, il faut travailler, il faut jamais abandonner. Puis c'est vraiment mon conseil aux jeunes, c'est vraiment de dire qu'il faut persévérer et ne jamais abandonner. C'est un beau message, puis j'imagine que c'est le message que vous transmettez aux réfugiés syriens que vous accueillez. Vous en avez accueilli combien? Ben, à Laval, il y a eu quand même presque 1000 personnes qui sont arrivées. Et de plus en plus, on attire l'attention des gens pour ne plus continuer à dire réfugiés syriens. Parce qu'ils sont maintenant des résidents permanents. Et nous, on les appelle les néo-lavalois d'origine syrienne. Pour ne pas stigmatiser les gens qui vivent éternellement sous l'étiquette de réfugiés. Parce que là, ils sont des citoyens à part entière comme tout le monde. Et on veut qu'ils s'impliquent dans les activités, dans la vie quotidienne, tant au niveau social que communautaire, pourquoi pas politique plus tard, pour que les gens puissent qu'on crée une certaine cohésion sociale, pour ne pas catégoriser les gens selon le parcours par lequel ils sont arrivés à Laval. Et ils doivent certainement faire face à des défis, comme surtout c'est des gens qui viennent de zones de conflit, puis qui arrivent, comme elle l'a dit, dans une nouvelle société. Est-ce que vous êtes-vous au courant des défis qu'ils doivent affronter, puis comment vous les aidez à là, il faut quand même savoir qu'ici à Laval, les autorités de la ville de Laval ont quand même mis des structures en place pour un bon accueil et un bon accompagnement des familles syriennes ici, les familles qui sont arrivées de Syrie. Et je peux dire que les défis, généralement au CLICS, nous disons que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Oui, tous ils sont venus de Syrie, mais tous n'ont pas le même parcours. Parmi eux, il y a des gens qui parlent déjà français, d'autres ne parlent pas français, certains sont unilingues arabes. Parmi eux, il y a des peu alphabétisés, il y a des juristes, il y a des médecins, il y a des professeurs d'université. Donc chacun a son parcours. Voilà. Pour conclure cette émission, je voudrais la conclure sur une note culturelle. Vous êtes togolais et vous êtes algérien. Brièvement des deux, qu'est-ce que vous voulez que la société d'accueil retienne de votre expérience, de votre culture ou de votre expérience? Personnellement, c'est la valeur d'entraide, la communauté. Nous, on est une communauté très... Voilà. Et vous? Moi, je dis qu'ici, à Laval ou au Québec, tout est possible. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Puis continuez à faire votre bon travail. Merci beaucoup. Bienvenue dans votre rubrique Immigration. Je suis Marilyn Kernizan, consultante en immigration et directrice générale de MK Solutions Immigration, un cabinet spécialisé en immigration. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et j'ai eu l'opportunité de travailler à Citoyenneté et Immigration en tant qu'agent d'immigration. Au cours de ma carrière, j'ai obtenu 2 primes d'excellence pour une exceptionnelle contribution à la fonction publique canadienne. Dans cette première rubrique, nous allons parler de l'immigration économique et de l'entrée express. L'objectif de la loi sur l'immigration est de permettre au Canada de retirer le maximum d'avantages sociaux
culturelle et économique, d'enrichir et de renforcer le tissu social, de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada, de veiller à la réunification des familles au Canada, de promouvoir l'intégration des résidents permanents, de faciliter l'entrée des visiteurs, étudiants, travailleurs. En même temps, la loi tient compte de protéger la santé et la sécurité publique des Canadiens. Plusieurs familles sont venues au Canada dans le programme de l'immigration économique. Font partie de ce programme les gens qui désirent venir au Canada comme travailleurs qualifiés, investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes. Chacune de ces catégories doivent répondre à des critères bien définis. Ce que nous partageons aujourd'hui avec vous, c'est la catégorie des travailleurs qualifiés du programme fédéral connu sous le nom d'entrée express. Pour être éligible dans cette catégorie, il faut avoir obtenu un diplôme professionnel, universitaire, un certificat, avoir de l'expérience de travail en gestion, supervision, sciences de la santé, par exemple infirmière, une expérience au moins de 12 mois à temps plein ou 24 mois à temps partiel dans la classification nationale des compétences 0AB. De plus, il faut démontrer qu'on maîtrise une des langues officielles du Canada en se soumettant à un test reconnu par IRCC. Démontrer également que l'on a des fonds suffisants pour soutenir sa famille. L'entrée express, c'est le nouveau système de gestion des demandes d'immigration au Canada présenté par des personnes ayant de l'expérience de travail qualifiée. Ce système sert à traiter les demandes de résidence permanente présentées au titre des programmes d'immigration économique fédéraux suivants: le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Les provinces et les territoires peuvent également recruter des candidats à l'aide du système Entrée Express par le truchement de leur programme de candidats des provinces afin de répondre aux besoins de leur marché du travail local. Choisir un représentant pour vous accompagner dans vos démarches est un choix personnel. Pour toute question, commentaire ou autres informations, communiquez avec nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou visitez notre site internet au www.mksolutionsimmigration.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une autre rubrique. Vous avez posé tous les bons gestes. Effectuez vos recherches en ligne, choisissez votre modèle, étudiez les caractéristiques et les options, vérifiez les prix et comparez les offres. En un mot, vous avez fait vos devoirs. Maintenant, il ne reste qu'une seule étape à franchir. Et quoique la technologie vous ait été bien utile jusqu'à ce point, il arrive un moment où l'humain fait toute la différence. Arbour Volkswagen à Laval. Nous sommes au 255 boulevard de la Concorde Ouest pour rencontrer l'équipe de l'Intermarché Palumbo. Et j'ai avec moi Jamal. Bonjour Jamal. Bonjour Hadi. Jamal, nous sommes venus aujourd'hui visiter votre magasin. Okay. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, puis un peu votre parcours. Alors, bienvenue au 255 l'Intermarché. Merci. Qui s'est situé à 255 la Concorde Ouest. Je m'appelle Jamal. Ça fait 25 ans que je suis au Québec. J'ai fait mes études dans le domaine des viandes ici à l'école Galix à la Vallée. Donc, ça fait 19 ans que je suis dans le domaine des viandes. D'accord. Ça fait exactement 3 ans que j'ai rencontré M. Roberto Gentili qui m'a donné l'opportunité de développer la viande halal dans ses magasins. Et c'est lui l'initiateur de ce développement. Et je peux dire que c'est une réussite. Ça fait quand même 2 ans qu'on a commencé. Okay. Donc, je m'occupe exactement du développement, la mise en marché, les coupes et le contrôle, la provenance, l'achat des viandes halal. D'accord. Et les produits en particulier venant du Maghreb. D'accord. Tunisie, Maroc et l'Algérie. Et l'Algérie. Ça a donné quand même un bon résultat, vu qu'il y a la communauté musulmane un peu partout, aux alentours du magasin. Donc, si je récapitule, vous travaillez dans votre domaine. Oui, dans le domaine, non, dans le domaine de la viande. La viande, de votre expertise.
ce que vous avez étudié? Oui, ça fait depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Ouais, que je suis dans le domaine des viandes et je viens d'Algérie. D'Algérie. Et Palumbo, moi, quand j'entends Palumbo, je pense italien. Non, pas vraiment. Pas vraiment? C'est multiculturel, Palumbo. Okay. On a des produits venant, comme on a dit, du Maghreb, venant d'Italie, venant un peu du Liban aussi, du Québec. C'est vraiment haïtien, on sert aussi de la communauté haïtienne. C'est vraiment multiculturel, c'est international. C'est une diversité en fait, dans les assiettes, dans l'alimentation. Dans l'alimentation. Et comment vivez-vous l'expérience du multiculturalisme? L'expérience, elle est enrichissante. Oui. C'est quelque chose de magnifique parce qu'on a non seulement on est toujours en contact avec les gens et on échange. C'est un échange culturel. Ce n'est pas un business, c'est plus culturel que business. D'accord. Nous sommes avec Ricardo Rasso. Bonjour Ricardo. Bonjour. Donc vous êtes le gérant du 255? Oui, je suis le gérant Intermarché Palumbo 255 Concorde. Concorde. Au même temps, je suis associé. En quoi consiste le travail d'un gérant chez vous? Moi, je fais beaucoup de choses ici. Je gère le magasin, je fais les achats du magasin, je gère les événements comme le Ramadan, Pâques, Noël. Je fais des publicités pour tous les magasins. Je fais plusieurs choses. Qu'est-ce qui est spécifique à ce magasin au 255 Concorde Ouest? Ici, c'est vraiment multiculturel. Il y a beaucoup d'Haïtiennes, Asiatiques, musulmans. On a plein d'événements qui viennent en juillet, des danseurs haïtiennes. Oui, on a des barbecues annuellement, souvent dans l'été. OK. Vous accompagnez aussi les équipes de soccer, je pense. Oui, c'est sûr. À Laval, beaucoup de jeunes, des équipes de 16 ans, 15 ans, dans le coin d'Imont. Laval de la Paix. À Auteuil aussi. Auteuil, c'est sûr. Donc, on peut dire que vous êtes vraiment impliqué dans votre communauté. Merci Ricardo. Merci à vous. À l'Intermarché Palumbo, vous trouverez de la boulangerie artisanale, viande marinée dont seul Palumbo a le secret, saucisses maison, mets cuisinés, poissons frais et surgelés, fromages variés, fruits et légumes frais et goûteux. Tout y est pour vous concocter une recette santé gourmande et exquise. Avec leur clientèle multiculturelle et leur variété de produits ethniques, ils offrent tout un monde de saveurs internationales. Pour découvrir le choix et la fraîcheur, c'est l'Intermarché Palumbo. Cette entrevue vous est présentée par l'Intermarché Palumbo. Nous sommes à l'église syriaque catholique Saint-Ephrem de Laval pour rencontrer Monseigneur Paul-Antoine Nassif. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Monseigneur, pouvez-vous nous dire à quand remonte la présence de la communauté syriaque catholique à Laval? À Laval, c'est-à-dire durant les années 60, une première communauté s'est réunie pour commencer une petite mission. Et puis les choses sont améliorées, la communauté devenait de plus en plus grande. Et voilà, jusqu'à présent, nous sommes à Laval, presque la plus grande communauté syriaque catholique, c'est-à-dire la plus grande paroisse syriaque catholique rassemblée au monde, c'est-à-dire autre que, bien sûr, la grande paroisse à Mossoul, c'est-à-dire précisément à Karakosh. Là, il y avait la plus grande communauté syriaque catholique, mais ils ont été chassés de leur ville, Karakosh. Maintenant, ils sont installés à Erbil et alentours. Aussi, ils sont éparpillés partout dans le monde durant cette tragique guerre qui s'est passée. L'église syriaque est une ancienne église qui remonte au 1er siècle. Elle avait son âge d'or entre le siècle 4e et le 7e siècle. Là, il y avait vraiment une très grande renommée de l'église syriaque, de la langue syriaque, de la littérature syriaque et tout l'art syriaque dans tout le Moyen-Orient. Alors, il y avait vraiment une évasion de tout ce monde du Moyen-Orient. Et puis après, ça commence un peu à éteindre. Jusqu'au 12e, 13e siècle, de nouveau, il y avait un nouveau souffle. Et après,
on est devenu, surtout après les guerres qui sont venues, nous sommes devenus une minorité maintenant dans le monde. Surtout dans nos pays arabes, là où nous devons être, où là nous avons commencé notre mission, maintenant nous sommes minoritaires. Vous êtes minoritaire. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça pose en général comme problème au niveau de ces communautés? J'imagine beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances au niveau des communautés syriaques dans le monde. Oui, bien sûr, mais surtout, nous avons cette sensibilité que maintenant nous sentons que nous perdons tout d'abord notre présence, mais nous perdons aussi notre culture, parce que si on ne vit pas, notre culture n'est pas, c'est-à-dire vécue dans le monde où elle est née. Oui. Alors là, on ne peut pas, c'est-à-dire survivre beaucoup. C'est-à-dire ici à Montréal, par exemple, à Laval, ce n'est pas notre acier, on dit. Mais on va faire cet effort pour refaire, c'est-à-dire notre histoire, faire revivre notre tradition. Votre tradition. Quelle est la mission que vous vous donnez, vous, en tant qu'Église, ici, au niveau de la communauté lavalloise? Oui, tout à fait. Montréal et puis Canada, en général, est un grand chantier, c'est-à-dire c'est un grand jardin où il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fleurs, n'est-ce pas? Et chacun a son odeur, a sa couleur. Et voilà, c'est notre mission que chercher vraiment et donner à cet ensemble, vraiment donner un autre goût, refaire, c'est-à-dire notre histoire, refaire nos traditions, aller aux sources pour vraiment donner à cette société, donner au Canada vraiment un goût différent. Nous avons notre tradition, nous avons tous nos valeurs, nous avons notre culture, et là on va faire, c'est-à-dire, c'est ça la mission. Voilà, c'est le partage. Nous allons, c'est-à-dire prendre du Canada et donner de votre culture, ce que vous avez. Voilà. Je sais que vous êtes impliqué donc naturellement dans l'accueil des réfugiés syriens. On sait qu'il y a une tragédie qui se vit actuellement en Syrie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette mobilisation qu'il y a eu? Comment ça s'est passé? Tout à fait. C'est une épée à double tranchant, parce que là, on ne veut pas que l'Orient se vide des chrétiens et surtout des Syriaques, parce que nous sommes déjà une minorité et maintenant nous devenons comme ça éparpillés partout dans le monde. Mais d'autre côté, c'est vrai que la communauté ici à Laval commence à devenir plus ample, plus importante, et cela à cause bien sûr des réfugiés qui sont venus. Soit d'abord il y avait, avec l'histoire, il y avait d'abord les Égyptiens qui sont venus, et puis les Libanais, puis les Syriens, les Irakiens et maintenant récemment les Syriens. Alors, on se rassemble ici, nous avons toute cette diversité dans notre Église, et nous vivons cette diversité dans l'unité, et nous rassemblons toute notre paroisse d'une manière vraiment unique. Il y a, ce dossier est très lourd, parce que, comme vous savez, même Canada trouve beaucoup de difficultés à recueillir les réfugiés. Nous donnons la main, bien sûr, nous appuyons beaucoup sur ce que le gouvernement fait. Il rend la vie beaucoup plus facile aux réfugiés, mais aussi à notre Église. Il rend facile notre tâche. Mais aussi, nous avons une grande part à faire. Nous accueillons les réfugiés, nous avons d'autres missions avec eux, surtout une mission de conserver les valeurs, parce que ces réfugiés viennent au Canada avec leurs propres soucis, leurs propres valeurs, leur propre mode de vie. Et là, dans notre Église, ils se trouvent rassemblés, ils peuvent faire cet échange facilement et se trouvent chez eux. Quels sont les défis, par exemple, auxquels vous faites face? Quels sont les défis auxquels vous faites face pour accueillir
les réfugiés, puis remplir votre mission? Il y a d'abord le défi c'est-à-dire de donner vraiment à ces réfugiés, de les laisser, c'est-à-dire intégrer dans le système de Canada. Parce que là, ils trouvent vraiment une difficulté. Parce que nous avons d'autres modes de vivre. Par exemple, on veut, nous, comme orientaux, prendre notre droit par force. Ça, c'est un peu dans la passion, un peu, l'impatience, voilà. Dans notre esprit, voilà. Mais là, il faut calmer un peu les gens, les aider à vraiment entrer dans le système, entrer dans le mode de pensée, lavallois, ou bien, si vous voulez, canadien. Et ça aussi, c'est important parce que en créant ces groupes, par exemple, nous avons des familles qui se réunissent périodiquement. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui sentent que vraiment c'est l'église qui leur donne cette chance de s'intégrer d'une façon harmonieuse. Voilà. Quel dernier message voulez-vous passer, Monseigneur Paul-Antoine Nassif? D'abord, j'ai un message à passer au gouvernement pour vraiment dire un gros merci parce que vraiment le Canada est un pays qui accueille très bien et sait comment accueillir les gens, surtout les réfugiés. Il fait tout pour les mener, c'est-à-dire dans une vie vraiment paisible et heureuse. Et c'est ça notre mission, de rendre la vie plus heureuse, plus joyeuse aux gens qui viennent ici et de leur rappeler de leurs responsabilités aussi envers la société, envers l'Église, envers la communauté. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, toute l'équipe. Merci. Merci. Bienvenue dans votre rubrique financière. Je suis Samuel Tompoudi, courtier d'assurance et de placement, conseiller en sécurité financière, représentant autonome à SFL, partenaire de Desjardins Sécurité Financière. Pour cette première rubrique, je vais vous parler de planification financière, des 5 raisons d'établir un plan financier et de la pyramide des besoins financiers. Certaines institutions sont limitées aux produits solutions qui sont proposés dans leur institution financière, tandis que d'autres vous proposeront la meilleure approche solution en sollicitant différentes institutions et différentes compagnies d'assurance. Un plan global intégré, il doit porter sur tous les aspects des finances personnelles. Par exemple, il doit prendre en compte vos épargnes et vos placements, le remboursement de vos dettes. Il doit prendre en compte comment vous faire pour payer votre première propriété ou votre deuxième propriété, comment payer moins d'impôts, comment faire payer les études des enfants. Vous devez savoir comment planifier votre retraite, comment avoir des assurances, comment faire la planification de votre succession et tout ce qu'il y a autour. Il y a 5 raisons pour vous d'établir un plan financier. Ce sont lesquelles? Un plan financier va vous aider, premièrement, à classer vos objectifs financiers par ordre de priorité. Par exemple, si vous achetez une voiture maintenant, est-ce que vous aurez assez d'économies pour acheter une maison ou retourner aux études? C'est à vous de voir parmi les objectifs lequel est le plus important pour vous. Deuxièmement, un plan financier vous aidera à épargner pour atteindre vos objectifs. Vous allez trouver que c'est plus motivant, peut-être qu'il est plus facile d'épargner si vous savez ce à quoi servira vos épargnes. Troisièmement, un plan financier vous aidera à vous concentrer sur votre situation dans son ensemble parce que c'est un plan global. Votre plan financier comprend divers éléments. Par exemple, il permet entre autres de surveiller vos dépenses. Il permet de gérer vos placements. Il va permettre de pouvoir réduire vos impôts. Quatrièmement, un plan financier va vous permettre de pouvoir organiser vos finances. Je dirais, un plan financier peut aider à équilibrer vos dépenses et vos épargnes et à assurer un suivi de vos dépenses et à gérer vos dettes. Terminons en disant qu'un plan financier vous aidera à être moins préoccupé par les questions d'argent. Grâce à votre plan financier, vous connaîtrez que votre situation actuelle et vous saurez comment atteindre vos objectifs par rapport à votre situation actuelle. Je vous parlerai maintenant d'un client effectif nommé Georges Simard. La pyramide de ses besoins financiers. Ça commence par le bas. Une base assez large qui tient en compte des besoins prioritaires. Lorsque les besoins prioritaires de base sont satisfaits, on monte un peu à l'étape suivante pour satisfaire les besoins suivants. C'est la même chose. Dans cette pyramide, vous voyez qu'à la base, il y a les assurances vie, et le testament et les assurances invalidées. Cela
c'est la base parce que ça permet de pouvoir préserver le patrimoine familial si monsieur décède, de remplacer son revenu s'il tombe invalide et n'est pas en mesure de travailler, et de prévoir un testament pour qu'il n'y ait pas de bobo lorsqu'il ne sera pas là par rapport à qui va prendre quoi. Deuxièmement, au niveau de la deuxième, il y a les priorités personnelles. Les priorités personnelles d'une personne, ça peut être la retraite, comment se payer sa maison, comment gérer et avoir un coussin de sécurité financière ou payer ses dettes, ou comment prévoir les études des enfants. La troisième, c'est comment maintenant maximiser, on appelle ça la croissance, la possibilité de croissance de vos placements. Où vous allez placer vos actions, vos obligations, ou bien vous voulez investir dans l'immobilier, ou bien vous voulez garder de la liquidité. Voilà ce qui va conclure aujourd'hui notre rubrique financière. Je vous remercie pour votre attention. Le courriel est en bas, vous pouvez m'écrire et je me ferai le plaisir de vous répondre et répondre à toutes vos préoccupations. Merci pour votre assistance. On se voit la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. Nous remercions nos invités et pour des questions, suggestions et recommandations, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à la prochaine.